Bon, pendant qu'on est à la recherche de ma présentation, je voudrais très chaleureusement remercier Dominique Cerclet, conservateur régional des monuments historiques, pour avoir programmé ce grand événement et à bien avoir voulu m'y associer. Je voudrais aussi très amicalement et chaleureusement remercier Jean-Paul Midan, architecte, responsable scientifique de ce désormais célèbre DSA, Architecture et Patrimoine. Jean-Paul, merci infiniment. L'église Saint-Jacques de Montrouge a été construite à partir de 1934 par l'architecte Éric Bage. C'est sans doute une sorte de monolithe de béton, ciment armé, et il est légitime de présenter ce lieu après le grand-père fondateur, le grand, père fondateur Anatole de Baudot, qui est sans doute, très certainement, à l'origine de cette école française de construction en ciment armé. Et j'ai la plus grande admiration pour Anatole de Baudot. Il a été non seulement le fondateur d'une école de la mise en œuvre dans l'architecture contemporaine du ciment armé, mais le créateur d'une école française de la restauration au sein du service des monuments historiques, puisque la plupart des jeunes architectes des monuments historiques qui rejoignent leur territoire à l'occasion de la reconstruction après la guerre de 14 sont ses élèves. Et donc, voilà, nous sommes les descendants, nous sommes tous ici, les descendants d'Anatole de Baudot. L'église Saint-Jacques de Montrouge est inscrite à l'initiative de la Conservation régionale des monuments historiques. Elle appartient à la ville de Montrouge. Je conduis cette étude avec une équipe. Je crois que c'est l'une des réponses à ces patrimoines auxquels ici nous sommes tous attachés. Je crois qu'il nécessite des approches pluridisciplinaires et il y a longtemps que j'ai renoncé au mythe de l'architecte des monuments historiques omniscient, pouvant conduire lui-même l'ensemble des projets. Et au contraire, je suis convaincu qu'il est nécessaire de constituer une équipe large, riche de compétences. Donc, le bureau d'études unanime, donc Nicolas Cheval pour la question des superstructures, Monsieur Sanudo pour les problèmes de fluide, des économistes, et puis la question des peintures murales, qui est sans doute l'un des événements remarquables de cette histoire de l'église Saint-Jacques de Montrouge. Je tiens à remercier la ville de Montrouge, la conservation régionale des monuments historiques. Je reviendrai tout à l'heure sur le travail absolument remarquable de Madame Vigne-Dumas, qui a été fondateur pour notre approche sur la question des peintures murales. Et puis, ici, ils ne sont pas là. Je tiens à saluer mes collaborateurs. Ça fait partie de l'équipe, et d'autant plus qu'ils sont issus de l'école de Belleville et de ce DSA dont je suis un fanat absolu. Donc Fanny Houmeau, pilier de l'agence, issue de Belleville, donc, qui est le chef de projet pour la restauration de l'église Saint-Jacques de Montrouge. Alors Dominique Cerclet m'a demandé, dans son introduction, d'aborder les questions de restauration. Alors, j'ai la conviction qu'il n'est pas possible de séparer les problématiques de restauration des problématiques de compréhension historique, d'analyse en fait du contexte architectural et urbain, de son évolution. Et donc, même si je dois évoquer avec vous des durs problèmes de carbonatation, il est absolument nécessaire de parcourir auparavant l'histoire de cet édifice. Et d'autant plus que, d'une façon assez inattendue, les étapes de cette histoire vont expliquer les pathologies complexes auxquelles je suis confronté aujourd'hui. Donc Saint-Jacques de Montrouge, donc périphérie hors de Paris. Et voici cet édifice qui présente cette typologie basilicale traditionnelle, mais finalement il s'agit d'un édifice inachevé, puisque Éric Bage, son architecte, avait prévu une flèche, une sorte de tour-porche qui aurait traité la façade,
et celle-ci n'a jamais été réalisée. Ce sont les circonstances foncières, l'organisation du chantier, sa temporalité, la crise de 29 se produit, et puis aujourd'hui un événement absolument exceptionnel qui est le prolongement de la ligne 4, et le parvis est désormais occupé par la nouvelle station de métro de la ligne 4. Voilà cet édifice. Je ne me lancerai pas dans des comparaisons, mes camarades de l'inventaire diraient typomorphologiques, mais voilà, structure de béton armé, auquel il manque, mais aujourd'hui je pense qu'il ne faut plus avoir la nostalgie de cette partie de l'édifice sans sa tour porche, et au contraire avec une composition de façade réalisée dans les années 80. Donc on découvre un édifice qui a recours exclusivement à la mise en œuvre du ciment armé pour les éléments d'ossature, ossature primaire, ossature secondaire, avec ses renforts verticaux et ses liens horizontaux, et des façades traitées avec des panneaux, dégageant de rares travées qui vont être traitées en vitraux. Ce qui est absolument remarquable, c'est que l'implantation de cet édifice, choisi en 1930, est inscrite par l'architecte Éric Bage dans une opposition entre la ville et le jardin, entre la façade nord et la façade sud. Et autant la façade nord vers la ville est opaque, pleine, traitée en dalles de ciment armé, modulaire. Nous avons retrouvé les plans d'exécution. Et la façade sud, en fait, est un développement de ces vitraux en dalles de verre et ossature de ciment armé tout à fait remarquable. Et voici aujourd'hui donc la présentation de l'église Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge. Avant de raconter son histoire, les épidermes, cette volonté assez radicale d'Éric Bage, en fait, d'exprimer le matériau, le ciment armé, comme revêtement. Et puis, pour les fanatiques de la structure, donc une articulation Fraissinet, donc brevet limousin déposé dans les années 25 et qui assure l'articulation en pied des grands portiques. Alors, l'histoire des communes périphériques, c'est l'histoire du premier Grand Paris, s'il est possible d'utiliser cette expression. Donc 1860, extension du cœur de Paris. Vous devinez ici les fortifications, et les communes périphériques en fait sont redivisées avec le Petit Montrouge inclus dans Paris, avec, vous vous souvenez, la construction de l'église Saint-Pierre de Montrouge par Vaudremer au Carrefour, et puis l'autonomie prise par ce qui était le Grand Montrouge. Il existait une église construite sous la Restauration. Voilà une vue extérieure de l'édifice, une vue intérieure. Alors, autonomie de ces communes et puis recomposition urbaine. Alors, ce plan est absolument passionnant et il vous permet de comparer, en fait, l'urbanisme du XIXe siècle avec une recomposition du cœur de Montrouge qui va être conduite dans les années 30. L'église, l'ancienne église de Montrouge, va être démolie à la demande de la commune de Montrouge. Le diocèse va donner son accord dans la mesure où cette église serait reconstruite. Alors, si l'on superposait les deux plans, on verrait que une évolution est apportée à cette composition de trame urbaine avec la création d'une grande place proche en fait de la mairie, de ses grands services culturels et administratifs. L'avenue est élargie et il est nécessaire en fait de reporter l'assiette foncière de l'église Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge. De façon assez exceptionnelle, cette église a donc un statut qui lui est propre. Il s'agit donc d'une propriété de la commune de Montrouge, mais qui va être reconstruite dans le cadre des chantiers du Cardinal, donc institution mise en place dans les années 1931. Donc, sauf erreur de ma part, il s'agit sans doute
des premiers édifices issus donc, de cette grande aventure édilitaire du diocèse parisien. Pardonnez-moi. Cette église est construite par l'architecte Éric Bage. Alors, je ne connaissais pas cet architecte, mais je pense que si j'interrogeais des jeunes aujourd'hui, ils nous diraient que Éric Bage a fait ce que l'on appelle du crossover, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans le champ de la pratique architecturale de façon assez inattendue, en fait, il va beaucoup s'appliquer dans le champ des arts appliqués. Là où l'on trouve en fait des archives sur Éric Bage, en fait, c'est surtout au musée des arts décoratifs. Et de façon assez inattendue, donc Éric Bage va enseigner à l'école des arts décoratifs. Il va être très proche en fait de la création de la bijouterie autour de la période des arts décoratifs. Donc voilà le pavillon en fait qu'il construit pour l'exposition des arts décoratifs de 1925. On connaît de sa part un certain nombre en fait de dessins préparatoires pour des bijoux, également pour des papiers peints ou des tissus. Voilà, de façon assez inattendue, en fait, il s'éloigne de la pratique la plus peut-être traditionnelle de l'architecture pour se confronter aux arts décoratifs. Et je n'ai pas trouvé, en fait, le cheminement qui va faire en sorte qu'il soit choisi par le diocèse pour être l'architecte de la reconstruction de Saint-Jacques-de-Montrouge. Les archives, ce qui est essentiel pour la construction d'un projet de restauration, sont finalement assez difficiles à reconstituer. Il existe des maquettes dont on a la collection photographique et qui nous permettent en fait de comprendre le grand projet souhaité par Éric Bage. Et voilà cette flèche, cette tour-porche tout à fait spectaculaire qui accompagnait ce grand vaisseau qui seul sera réalisé. De façon assez remarquable, en fait, nous avons retrouvé un fonds d'archives conservé aux archives municipales, dans lequel on trouve quelques plans d'architectes, donc d'Éric Bage, 23 février 1934. Donc là, je reproduis pour vous le plan avec le fragment correspondant à la tour Porche, et puis cette élévation, avec un certain nombre d'éléments d'information fondamentaux, donc les sections des ouvrages de Simon Armé. Et cette collection est complétée de documents tout à fait remarquables, qui sont les plans d'exécution de la Société des grands travaux en béton armé, la SGTBA, en fait, qui était une grande entreprise de construction de béton armé, qui va travailler pour Perret sur le chantier du musée des travaux publics. Et c'est peut-être là qu'il faut trouver la source de cette qualité des épidermes de Simon Armé, de cette capacité en fait à traiter un épiderme révélant des agrégats et des travails à l'outil, à la boucharde, pour coloriser, valoriser ces revêtements. Donc il y a une série de plans tout à fait remarquables. Je vous présente la coupe transversale qui vous permet de reconnaître en fait la façade nord côté ville et au contraire, enfin côté rue, opaque, entièrement fermée, et au contraire une dilatation avec des chapelles qui vont être équipées de panneaux de vitraux qui se développent assez naturellement vers le sud et vers le jardin municipal. J'ai tenu à vous montrer aussi un détail technique. Voici en fait un schéma des dalles de façade qui sont représentées ici en plan. Et vous voyez comment le revêtement de façade est constitué de doubles dalles. Une dalle épaisse extérieure et une dalle intérieure avec un vide intermédiaire, retrouvant sans doute des mises en œuvre initiées par Anatole de Baudot. Dans le déroulement du projet, donc, nous avons toujours établi
ou de tenter de vérifier, je dirais, la véracité de ces plans d'exécution. Et je vous montrerai plus tard comment, finalement, les plans de ferraillage, par exemple, que nous avons retrouvés, constituent en fait le cœur de l'analyse pour traiter les ouvrages de béton armé, après un travail de vérification qui a confirmé la validité de ces documents. Alors, je voudrais remercier M. Depeau, qui est parmi nous aujourd'hui, qui incarne l'association qui apporte son soutien à la mise en valeur et à la restauration de cet édifice. Et grâce à lui, nous avons eu accès à des documents tout à fait exceptionnels et rares qui représentent en fait le chantier. Ces documents sont datés de 1934. Vous avez la date sans doute sur le cliché vert. Et c'est la deuxième étape après un chantier en fait de démolition qui se déroule en 1933. Et voici l'élément exceptionnel de ce document qui montre comment le chantier se déroule en maintenant l'ancienne église. Donc on voit bien comment a été constituée la recherche foncière pour l'édifice. Donc l'ancienne église est préservée, l'exercice du culte est strictement maintenu, et en retrait de cet édifice donc, est réservé en fait une surface, un plateau foncier destiné à la construction. Et c'est sans doute en fait cette articulation très, très astucieuse entre ancien édifice et nouvel édifice qui explique très partiellement que finalement, la tour-porche ne va pas être réalisée. Elle devait être construite à l'emplacement de la première église et donc réservée pour la fin du chantier. Et donc, c'est le temps de la crise de 29 et puis de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit en fait un territoire avec le creusement des réservations pour les fondations de l'édifice. Voici la superposition entre l'ancien édifice, le nouvel édifice, et nous avons dû faire une recherche foncière pour comprendre quel avait été l'usage en fait des différentes parcelles. Je reviendrai sur ce point. Et en fait, le premier volet du chantier qui est actuellement en cours, c'est la restauration en fait des infrastructures, des fondations, qui se révèle être un problème de consolidation de béton très délicat, puisque nous l'avons finalement compris, ce site était un lieu de production de produits chimiques. L'ensemble des terres sont polluées et la diffusion entre les terres et les ouvrages de béton armé entraîne en fait des pathologies très spectaculaires de ces ouvrages. Et donc, un des volets de la recherche historique a été d'essayer comme dans une étude, je dirais, de diagnostic de pollution, quelle a été l'évolution de l'usage historique, ce qui renvoie encore à l'histoire de Montrouge. Et donc, cette parcelle était occupée par un lieu de production chimique. Le chantier qui se déroule toujours avec la construction de l'ancienne église. Donc voilà la série de photographies que M. Depeau a su rassembler, et je l'en remercie de nous avoir mis à notre disposition. À l'issue de cette première phase de chantier, voilà une vue intérieure de l'édifice, grande nudité, forme d'austérité, ce grand volume de ciment armé, éclairé par ces vitraux. Alors les vitraux de la première tranche de travaux, ce sont des vitraux avec des verres sertis au plomb, donc des vitraux, je dirais, à la mise en œuvre traditionnelle. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, deuxième, je dirais, aventure exceptionnelle de l'église Saint-Jacques de Montrouge. Et je rends hommage au travail de Madame Vigne-Dumas, qui a su découvrir, révéler cette histoire, et bien entendu, sa publication et le soutien de notre projet. Il est demandé à l'administration des Beaux-Arts en fait d'assurer, et je parle sous votre contrôle, la réalisation d'un décor à l'intérieur de l'édifice de Montrouge. Il y a très clairement un lien, je dirais, entre la muralité d'Éric Bage, ce développement de grandes parois opaques de ciment armé et la capacité de ce lieu à recevoir en fait un décor de peinture murale. Ce qui est absolument exceptionnel, c'est que chantier du cardinal Éric Bage, volonté d'exprimer en fait une modernité architecturale par le recours à ce matériau, le ciment armé, mais également cette aventure de la modernité en fait se prolonge avec les décors de peinture murale d'André Auclair et Robert Lesbounide, qui étaient professeurs à l'école municipale de dessin
de Montparnasse et qui vont reconstituer, je dirais, ce mythe du grand chantier des cathédrales avec un travail collectif réalisé par eux-mêmes et 15 de leurs élèves, dont la liste a été très clairement établie par Madame Vigne-Dumas. J'ai essayé de retrouver un certain nombre des élèves, mais je n'y suis pas forcément arrivé, mais peut-être que vous avez pu en retrouver quelques-uns. Et ce qui est absolument fascinant dans cette histoire, c'est qu'il y a également une... Alors, il faut que je vous montre quand même des images, donc que je reprends aux recherches de Marie Montfort et Claire Vigne-Dumas, ce chantier collectif. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est que donc il y a progressivement, de 45 à 47, l'ensemble des parois intérieures vont être recouvertes de peinture murale. La première est réalisée, alors j'ai une petite hésitation là sur ma date de 47, mais la première grande peinture est celle du chœur, avec ce camailleux de gris qui est absolument remarquable. Alors, j'aurais voulu démontrer que André Auclair s'est inspiré de publications noir et blanc traitant de la peinture murale médiévale, mais ça, c'est mon fantasme personnel. Mais il est évident que c'est le rôle aussi du Musée des Monuments Français, de la collection de peintures, des publications. Est-ce que c'est l'esthétique de Zodiac? Je ne sais pas. C'est absolument remarquable. Et l'autre point qui me fascine, c'est que André Auclair et les Zbounites en fait revendiquaient une réelle modernité, y compris dans le mode de mise en œuvre. Il y a bien entendu pour tous les auteurs de peinture murale une grande nostalgie de la technique fondatrice qui est la fresque, et cette fresque, on le sait, est techniquement très difficile, ardue, peu compatible avec notre climat et sans doute très difficile à réaliser sur des supports de ciment armé. Et donc, en fait, ils inventent la fresque de ciment. C'est ainsi, en fait, qu'ils présentent leur ouvrage, c'est ainsi que vous le relatez. Et donc, ils ont la volonté de s'approprier, je dirais, la technique fondatrice du décor peint, mais de l'adapter à la modernité et donc traiter cette peinture sur un support frais qui serait réalisé en ciment. Ce qui pose aujourd'hui, d'ailleurs, des problématiques de conservation. On pourrait pudiquement parler de technique mixte, et donc il y a une nécessité de consolidation des supports. Ils n'ont pas atteint, je dirais, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais la réaction, je dirais, physico-chimique de la fresque ne pouvait pas se produire avec le ciment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les modes de mise en œuvre sont différents en fonction des peintures. Donc les peintures du chœur d'André Auclair sont traitées à l'huile. Et une de mes peintures favorites, la crucifixion d'André Auclair, il va créer en fait un principe de composition qu'il va répéter systématiquement dans le chantier du bas-côté nord, avec une grande composition centrale qui crée donc un axe médian et dégageant en fait deux espaces réservés à deux autres scènes, donc la Nativité, Nouveau Testament, et une scène de la vie actuelle. Et il y a par exemple une scène particulièrement bouleversante, puisque ces peintures sont faites en 1947, avec des scènes donc de retour de déportés. Je ne sais plus dans quelle étape cela se situe de la vie de Saint-Jacques, mais voilà la modernité de ces peintures, réflexion, je dirais, sur la muralité, le chantier collectif et une iconographie qui établit un dialogue entre non plus Ancien et Nouveau Testament, mais entre Ancien et Nouveau Testament et la vie quotidienne du temps de la reconstruction. Une dernière chapelle que je vous montre, donc le songe de Saint-Joseph, avec cette polychromie exceptionnelle. C'est magnifique. Et je crois que la conclusion de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous organisiez une visite et que nous présentions tous ces grandes peintures. Saint-Jacques de Montrouge appartient à la grande histoire des édifices du XXe siècle inachevés.
Voici une belle carte postale avec la vie trépidante en 1959. Un certain calme serein anime Montrouge, dont on peut être également nostalgique. Le rond-point ne manque pas de classe. Dans les années 80, et je pense qu'on est finalement dans l'histoire de ces premières rénovations d'ouvrages du XXe siècle. Donc, est posée la question du traitement de la façade, et donc un décor de céramique est apporté à l'édifice, mais également des premières consolidations sur les structures de béton armé altérées, avec la technique que nous connaissons tous de reprise des épaufrures par des apports de résine, dont on sait aujourd'hui que malheureusement, ils ne sont pas durables dans le temps, constituant en fait une intervention trop hétérogène par rapport au support. Et donc il y a aussi cette étape historique, et convaincu d'approche, alors peut-être que j'aurais dû insister sur ce point d'approche en conservation du patrimoine, donc assez naturellement, donc j'ai proposé, mais ceci n'a pas fait de débat, donc la conservation de ce décor des années 80. Le projet qui est porté aujourd'hui par la ville de Montrouge avec la conservation régionale des monuments historiques, c'est une restauration globale. Bien entendu, il est nécessaire de regarder la question des bétons. Et en fait, j'ai voulu vous montrer comment je m'attendais à devoir traiter en fait la question de béton carbonaté. Donc ceux-ci sont des schémas qui ont été, et c'est pas bien parce que j'ai pas mis son nom, par Nicolas Cheval, donc du bureau d'études unanime. Donc on recommence par une compréhension de la structure. Donc je vous montre en fait la hiérarchie structurelle avec les grands portiques majeurs, les portiques secondaires et puis les éléments de redivision dans lesquels viennent se glisser en fait ces doubles panneaux modulaires préfabriqués des façades. L'articulation Fraissinet en pied des grands portiques, donc cette réduction de la section au simple enrobage de l'armature avec des fers qui sont croisés comme ceci, c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé dans les années 30. Et voici donc l'état des bétons extérieurs, donc pathologie, je dirais, caractéristique des bétons, mais avec un niveau d'altération qui est quand même assez préoccupant, avec ces reprises de résine des années 80, dont on voit bien qu'il y a eu rejet et qu'en fait, elles ne participent pas du tout à la stabilisation de l'ouvrage. Cette carotte est bien choisie, donc des mesures de carbonatation qui montre que la carbonatation sur cet échantillon est peu profonde puisqu'elle n'atteint pas en fait le niveau de l'armature qui est ici. Alors, vous entreprenez, si vous voulez, un chantier de consolidation de béton armé et finalement, progressivement, nous avons mesuré, si vous voulez, l'état de péril entre guillemets de l'édifice, à tel point que, compte tenu si vous voulez, de la réduction des sections, de l'interruption d'un certain nombre d'armatures, nous avons préconisé avec Nicolas Cheval donc la mise en place en fait d'une surveillance de l'état d'équilibre de l'édifice. En effet, la vérification par le calcul des portiques a montré qu'il n'y avait aucune marge de sécurité. Il y a donc un système de surveillance avec un enregistrement. Nous avons défini en fait un certain nombre de seuils de sécurité et d'alerte. Alors vous avez le premier niveau, c'est l'alerte SMS. Il y a un deuxième niveau qui est une alerte téléphone et le troisième niveau est une sirène déclenchant l'évacuation de l'édifice. Donc pour l'instant, nous n'avons atteint que, donc je vous ai présenté en fait un pic avec des niveaux d'alerte SMS qui entraînent en fait la vérification par l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises de l'état de stabilité de l'édifice. Bien entendu, ces corrélations établissent ces courbes établissent des corrélations entre les déformations, les températures, la vitesse du vent, permettant bien entendu d'expliquer très partiellement les déformations auxquelles nous sommes confrontés. Donc aujourd'hui, un équilibre précaire est atteint qui nous permet d'entreprendre cette restauration. Et ce que l'on tenait absolument, c'est d'avoir cette surveillance pendant le chantier, mais de l'avoir, je dirais, en état sans les vibrations, les désordres que peut apporter les désordres du chantier.
Et donc, voilà, nous tenons beaucoup à cette surveillance, et donc elle met en réseau l'équipe de maîtrise d'œuvre, le bureau d'études, l'entreprise et puis la ville de Montrouge. Voilà un certain nombre d'incidents qui ont été cartographiés. Donc ceci, il y a des systèmes de code Internet pour pouvoir y avoir accès. Et donc nous avons tous une surveillance, je dirais, en temps réel de l'édifice. Ce qui nous permet pendant ce temps donc, d'établir le protocole d'intervention. Donc ceux-ci sont des schémas, je dirais, assez traditionnels, qui nous permettent en fait d'avoir pris la décision d'un traitement physico-chimique des bétons. Je ne reviens pas sur ces problématiques-là. Et l'application d'inhibiteurs de corrosion. Donc c'est derrière tout ça, si vous voulez, il y a le travail du laboratoire de recherche des monuments historiques, dirigé par Isabelle Palot-Frossard, la section des liants hydrauliques auxquels il faut rendre hommage et qui constitue pour nous, si vous voulez, un champ d'analyse de toutes les technologies appliquées au béton armé en travaux de conservation, ce qui est, je dirais, l'éthique et le parti de restauration de cet édifice en accord avec l'inspection générale des monuments historiques. La restauration des superstructures était quelque chose que j'attendais. Mais la découverte en fait, de la phase de diagnostic, en fait, ce sont les infrastructures, donc les fondations. La première chose, c'est que nous avons souhaité analyser les documents techniques retrouvés dans les archives municipales et vérifier que la documentation retrouvée constituait bien en fait, le modèle de ce qui a été réalisé. Et c'est effectivement le cas. Et donc tout le chantier peut se produire, peut se développer en ayant en arrière-main, si vous voulez, tout ce fond documentaire qui est la structure réelle de l'édifice. Alors, désordre dans les fondations liés en fait au sol pollué. Analyse des terres, donc on a fait des prélèvements, analyse physico-chimique des terres et qui révèlent en fait des présences de sulfate de façon très importante dans les sols de fondation. En effet, voici un détail d'une fondation d'un ouvrage de béton armé. Ici est un des procédés de consolidation que nous avions envisagé. Et si vous voulez, les remblais ont été ouverts, remis en place, et donc il y a un contact direct entre les sols pollués et l'ouvrage de béton armé. Et c'est sans doute, j'ai une certaine pratique de la consolidation du béton armé, et c'est la première fois qu'avec Nicolas Cheval, nous sommes confrontés, si vous voulez, à ce type de désordre qui relève plus, je dirais, du patrimoine industriel que du patrimoine, je dirais, architectural, édifice protégé à Paris ou dans ces communes périphériques. Et donc la décision qui a été prise, donc, c'est une consolidation avec la mise en œuvre d'anodes sacrificielles. Le chantier a démarré avec cette première phase de consolidation des bétons. Vous voyez ici les efflorescences. Donc nous dégageons, donc c'est un chantier monument historique. Donc voyez un chantier, je dirais, très, très intense, très lourd, avec la nécessité en fait, de dégager les fondations pour pouvoir avoir accès à ces ouvrages. Vous voyez la trace des efflorescences et vous voyez ici la trace en fait, du dépôt blanc qui constitue très certainement en fait, la couche polluée. Question du développement durable, il y a une réflexion qui est portée par l'entreprise qui est extrêmement intéressante. Nous devons sortir ces terres, les évacuer, les emmener en décharge. Et la proposition qui a été faite, en fait, c'est d'approfondir en fait, les analyses des polluants qui permet je dirais, un meilleur tri des terres et de valoriser le mieux possible ces déblais en séparant les terres qui sont réellement polluées et celles qui présentent le moins de pollution. Et regardez donc l'état de ces ouvrages, donc très préoccupant. Donc, à l'issue, donc cette première phase est en cours, mais je voudrais vous présenter donc l'ensemble de la démarche qui est envisagée, architecture du mouvement moderne, donc bien entendu volume simple, toiture plate. Mais ces toitures plates sont réalisées aussi avec des structures traditionnelles, donc une charpente de ciment armé qui est le soutien d'une couverture métallique qui fera l'objet d'une restauration complète, d'un remplacement à l'identique. Toiture terrasse avec ces structures de béton armé sous lesquelles
sont implantées les chapelles avec leur peinture murale. Donc il est nécessaire de rétablir cette étanchéité, donc un travail toujours très délicat avec le patrimoine du XXe siècle, qui est de réussir en fait la conformité entre les mises en œuvre des étanchéités et leur conformité avec les DTU, ce qui est très complexe. Avec des éléments de béton translucide. Lorsque nous traiterons les façades, donc restauration des bétons, des épaufrures, donc traitement, je dirais, physico-chimique des bétons, reprise des armatures rompues ou dont la section est insuffisante, ragréage. Bon, ceux-ci sont des techniques relativement traditionnelles aujourd'hui. Et puis, un travail tout à fait passionnant sur les vitraux, vitraux au plomb de la nef, qui présentent un état de conservation très satisfaisant. Donc la coquille, bien entendu, symbole de Saint-Jacques, avec ses registres horizontaux très, très spectaculaires, donc une écriture du vitrail qui accompagne la composition architecturale. Et puis ensuite, ce chantier de restauration des vitraux en dalle de verre, qui est un des chantiers, qui est un des domaines de réflexion, d'exploration portée là encore par le laboratoire de recherche des monuments historiques, l'objectif étant d'atteindre des interventions sur ces vitraux en conservation. Alors heureusement, l'état de conservation des résines de ciment armé ne semble pas à ce stade poser de problème de conservation, et j'ai l'espoir de pouvoir traiter en conservation ces éléments, donc sans avoir à les déposer ou assurer de remplacement trop important. Édifice cultuel, édifice des années 30, assez naturellement, il est nécessaire d'accompagner en fait la vie contemporaine. Et donc voici la présentation des abords nouveaux de l'église Saint-Jacques de Montrouge, donc la sortie de métro et la composition de cette esplanade a fait l'objet, bien entendu, de travail en concertation avec le STAP et Madame Vetz, qui a géré avec la ville de Montrouge les relations avec la RATP. Bon, il me reste à traiter un parvis et à traiter en fait la différence de hauteur, la question de l'accessibilité. Aménagement édifice cultuel, la question de l'aménagement liturgique. Édifice construit dans les années 30, bien entendu, c'est un édifice moderne, mais il est antérieur à Vatican II. Et donc l'hôtel conçu en 1930 est un hôtel qui est, je dirais, le célébrant tourne le dos par rapport à l'assistance, et donc un hôtel avancé a été créé. Et voici l'aménagement jugé trop provisoire par la paroisse. Donc bien entendu, le projet intègre assez naturellement, enfin plus que naturellement, un dialogue permanent avec le propriétaire, l'église de Montrouge, et un dialogue avec l'affectataire, donc le clergé de la paroisse Saint-Jacques de Montrouge, qui nous a demandé en fait d'étudier simultanément donc une recomposition de cet aménagement qui était jugé comme trop provisoire dans sa matérialité et dans son écriture. Et il nous a été demandé de recomposer ce chœur dans une écriture qui serait plus en accord avec l'architecture d'Éric Bage. Et donc, ma seule proposition a été, je vais vous la montrer, a été de revenir en fait à une géométrie qui est celle du projet des années 30. Et donc, j'espère que vous ne serez pas déçus par cet aménagement minimal qui est ici. Donc simplement, un aménagement tout droit qui est proche en fait je vais pas dire de l'esthétique, mais des concepts de composition d'Éric Bage. L'hôtel est le même, l'hôtel actuel est simplement remis en place. Latéralement, l'accessibilité, c'est l'accessibilité du public, mais c'est aussi l'accessibilité vers le chœur. Et donc il y a des rampes latérales qui permettent de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les marches hautes du podium du chœur. La question du chauffage, il n'est pas possible aujourd'hui de traiter un édifice sans penser à la question de son éclairage, la lumière et le chauffage. C'est simplement en amont, on essaie de tenir compte de ce qui existe. Il existait, grâce à ces sous-sols, un chauffage par air pulsé. Et donc, en fait, on a adapté et complété
système avec un soufflage, un brassage et une circulation d'air. Donc là encore, la conception d'une structure qui tient compte de l'existant. La mise en œuvre d'un éclairage de mise en valeur qui permettent la mise en valeur de cette composition architecturale et surtout de cette collection remarquable de peintures murales. Et pour finir, donc la dernière tranche de chantier sera la restauration de ces peintures. Donc dès la phase d'étude, j'avais associé donc à l'équipe de maîtrise d'œuvre donc une restauratrice, Ariel Bertrand, qui, à partir des documentations construites par la Conservation régionale des monuments historiques, a pu établir donc un diagnostic, identification précise des techniques picturales utilisées par l'équipe en 45-47, diagnostic et proposition de conservation, avec en fait beaucoup de travail de refixage et de consolidation, lié en fait à la mise en œuvre de la peinture et à des infiltrations au travers des terrasses et sans doute des phénomènes de condensation, qui est un des problématiques principales de tous ces édifices. Et donc le traitement des étanchéités des terrasses intègre des isolations. Je crois que c'est la dernière, je termine. Donc cette phase est en cours, la consolidation complexe des infrastructures. Ensuite, nous continuerons par le traitement des superstructures, la restauration des intérieurs et enfin, lorsque le clos et couvert est assuré, la restauration des peintures murales. Voilà. Je vous remercie.